Bienvenue sur Cash Immobilier Podcast. Je suis Kevin, votre hôte. J'ai créé ce podcast parce que j'aurais aimé connaître le parcours de certains investisseurs ou entrepreneurs quand j'ai commencé à m'intéresser à l'immobilier. Mais ça n'a pas été le cas. C'est entre autres pour cette raison que j'ai créé ce podcast pour partager. Partager l'expérience des invités, partager leur motivation, partager leurs réussites et leurs défaites, mais les miennes aussi. Mais aussi pour que l'immobilier soit plus simple à appréhender. On va aborder d'autres thèmes au fil des épisodes comme les finances personnelles, la bourse ou les différents métiers qui existent. Nous allons tenter d'aborder autant d'aspects des finances que possible pour explorer le côté cash et le côté immobilier. D'où le nom du podcast, Cash Immobilier Podcast. J'ai aussi créé ce podcast pour apprendre, parce qu'on ne cesse jamais d'apprendre. En bref, ici on parle de cash et d'immobilier. Alors, si l'immobilier vous intéresse, mais pas que, vous êtes au bon endroit. Cette semaine, je reçois Arnaud, ou le fondateur de RCI Immobilier sur Instagram. Il est investisseur, mais aussi patron d'une agence immobilière. Bref, il y a plusieurs cordes à son arc. Vous allez le découvrir durant cet épisode que j'ai eu plaisir à enregistrer comme à chaque fois. C'était très intéressant pour moi et j'espère que ça le sera aussi pour vous. Bonne écoute. Juste avant de démarrer, j'aimerais vous demander un grand service. Si ce podcast vous plaît et vous apprend des choses, est-ce que vous pourriez prendre 30 secondes de votre temps pour mettre une note 5 étoiles? Ça m'aiderait énormément. Salut Arnaud, comment tu vas? Et beaucoup, je vais très bien. Comment vas-tu? Ah, très bien, hein, très bien. Merci, merci d'avoir accepté de passer sur le podcast. Et pour rentrer dans le vif du sujet, je vais juste te demander de te présenter, s'il te Ouais, plaît. écoute. Alors, je m'appelle Arnaud. Je suis investisseur immobilier depuis quelques années maintenant. Mhm. J'ai commencé il y a un peu plus de 3 ans. Donc, du coup, je suis arrivé dans l'investissement immobilier, on va dire très bêtement, en fait, si tu veux. J'ai mon père qui m'a toujours dit, il faut que tu investisses dans l'immobilier. Donc, du coup, j'ai commencé à me renseigner. Je fais, l'immobilier, d'accord, ça marche comment? C'est quoi? Mais pourquoi investir à l'immobilier? Puis tu sais, je fais comme tous ceux qui font en ce moment, c'est ils vont sur YouTube. Alors je suis allé Ouais. sur YouTube, j'ai regardé des vidéos, et puis là je me suis dit, ah ouais, c'est pas mal quand même l'investissement Mhm. immobilier. Donc du coup, petit à petit, voilà, j'ai commencé à regarder, je me suis formé et rapidement j'ai passé l'action. J'ai fait pas mal d'erreurs, Mhm. euh, mais voilà, petit à petit, j'ai grossi mon patrimoine et maintenant voilà, j'ai quelques lots. Donc du coup, voilà, c'est plutôt pas mal. Et on continue toujours à essayer de faire plus. D'accord. Donc toi, tu te définis plutôt comme un investisseur alors. Ouais, enfin, je me définis. Alors, j'ai plusieurs casquettes, hein, donc comme tu sais. Donc, moi, je fais la partie investissement aussi. J'ai une petite agence immobilière où on vend des biens, puis on conseille les gens sur investir et la stratégie d'investissement. Donc, ça, c'est ce qu'on fait. Mais oui, effectivement, je veux dire, je me suis formé en investissement. J'ai plusieurs lots, j'ai fait des erreurs. Tu vois, des biens qui ont été rentables, des biens qui n'ont pas été rentables. Donc, du coup, ouais, je pense tout modestement que ouais, je suis un petit peu investisseur quand même en immobilier. Donc, du coup, je connais un petit peu le sujet. D'accord, d'accord, super. Et alors, si on, quelqu'un qui ne te connaît pas du tout, il veut savoir d'où tu viens dans le sens où, pas forcément personnellement, tu vois, mais professionnellement, bon, tu peux dire personnellement ou pas, c'est toi qui vois, mais qu'est-ce qui t'a amené, parce que là, tu en as un peu parlé, tu as dit que ton père, il t'a dit qu'il faudrait investir dans l'immobilier, mais qu'est-ce qui t'a amené finalement à acheter le premier bien? C'est-à-dire, qu'est-ce que tu as fait comme étude, si tu veux en parler, par exemple, et ton cheminement finalement? Oui, bien sûr. Alors moi, j'ai fait 3 ans de licence. Enfin, c'est Mm, un bachelor en école de commerce. mm, Donc, j'étais à une école de commerce à Bordeaux qui s'appelle Cage. ouais, Euh, j'ai fait ça pendant 3 ans et si tu veux, après, je me suis dit, bon, je vais essayer de continuer sur un master parce que si en France, on te dit, il faut continuer sur un master. Donc du coup, j'ai essayé de rentrer à Paris-Dauphine j'ai été rejeté malgré que tous mes efforts de contacter tout le monde, tout ça, j'ai été rejeté parce que les écoles de commerce, ça se mélange pas trop avec la fac. Et à ce moment-là, si tu veux, j'ai eu un petit peu un déclic. J'ai dit, bon, euh, est-ce que ça vaut vraiment le coup de continuer? Et donc, du coup, je suis parti. Je suis parti à l'étranger. Donc, je suis parti en Australie. J'ai habité un an en Australie où je bossais majoritairement. Enfin, j'ai bossé vraiment comme un fou pendant un an. Et là, si tu veux, je commençais à me dire, bon, voilà, comment je peux faire pour pas forcément rester dans ce système français où tu sais, tu dois travailler et puis au final, tu vas pas gagner forcément un gros salaire et puis
Et puis au final, tu vas faire que payer tes factures tous les mois, et puis ça va être galère. Comment je fais? Alors, comme je t'ai dit, mon père, il m'a dit, bon, voilà, il faut investir dans l'immobilier dès que tu as un CDI. Tu sais, le CDI, c'est le Graal et tout ça. Et donc, je me suis dit, bon, je vais commencer à épargner, parce que forcément, j'avais compris que l'épargne, c'est très important. Je commençais à épargner beaucoup. Et quand je suis rentré en Europe après un an, parce que si tu veux, la petite histoire, c'est que j'ai rencontré ma copine qui est allemande, je l'ai rencontrée en Australie, et je suis parti en Allemagne. Et quand je suis parti en Allemagne, mais de suite, si tu veux, j'ai compris qu'en fait, d'un pays à un autre, les systèmes étaient totalement différents. Donc, du coup, j'ai commencé à bosser en Allemagne. J'ai vu que c'était différent. J'ai eu des rémunérations qui étaient plus élevées que si j'avais commencé en France. Donc, ça a aidé aussi. Et là, j'ai bossé beaucoup en corporate. J'étais, si tu veux, je faisais la gestion de risque pour une grosse boîte de construction qui faisait des usines de semi-conducteurs. Donc, j'ai beaucoup voyagé, j'ai beaucoup appris, j'ai pris beaucoup de claques. Mais mon objectif, dès que j'ai commencé à bosser, c'était je vais épargner beaucoup et je vais essayer d'investir le plus rapidement possible. Donc, c'est ce que j'ai fait. J'ai réussi à épargner beaucoup les 2, 3 premières années de ma carrière professionnelle. Et c'est là que, de suite, j'ai commencé à investir. Puis, j'en ai acheté un premier immeuble. J'ai acheté après 4 studios. Puis après, j'ai racheté un immeuble. Voilà, j'ai essayé d'enchaîner le plus rapidement possible en mettant de l'argent de côté, si tu veux, et puis investir pour ne pas perdre de temps, quoi. D'accord, super. Et en fait, on peut faire une petite aparté sur tes 3 ans d'études. Est-ce que, parce que moi j'aime bien aussi, comme j'ai des enfants, j'aime bien aussi le côté pédagogique à ce niveau-là, tu vois. Et je me dis, un jeune ou un parent peut-être qui écoute et qui a des enfants qui essayent de choisir un cursus, est-ce que toi tu conseillerais de faire une école de commerce comme tu as fait, ou tu conseillerais de faire un autre cursus, simplement? Bah, pff, j'ai envie de te dire, alors moi, si tu veux, je suis un petit peu radical sur certaines choses, donc du coup, bon, pour ceux qui écoutent, faut pas le prendre forcément mal, mais moi, je pense pas qu'en fait, faire des études, ce soit forcément la chose qu'il faille absolument faire, si tu veux. On te dit, il faut faire un master. Je me suis rendu compte que non, en fait, si toi, tu en veux, Mm. si tu veux vraiment faire quelque chose, t'as pas besoin d'études. Mais vraiment pas besoin. Tu peux vraiment, si tu es entrepreneur, si tu veux faire des choses, ouais, t'as pas besoin. Après, si t'es pas comme ça, effectivement, école de commerce, le gros avantage de l'école de commerce, et ça je le vois, et puis au final, c'est pas forcément par rapport aux études, puis enfin, la connaissance aussi, forcément, mais si tu veux, c'est vraiment un gros réseau. Donc, tu vas payer une école de commerce, mais tu vas payer un réseau. Et le réseau, ça t'aide, ça m'a aidé quand je suis arrivé en Allemagne, ça m'a aidé quand j'étais en Australie. Voilà, ça, c'est quelque chose que tu payes, mais au final, des fois, le réseau, ça a vraiment beaucoup de valeur. Donc, du coup, ça justifie, si tu veux, euh, ces études aussi. Puis après, tu rentres vraiment dans le vif du sujet. Donc, tu parles vraiment business. Donc, du coup, tu apprends le marketing, tu apprends la finance, voilà, la gestion, tout ça. Donc, ça, c'est beaucoup plus concret, de mon point de vue, que quand tu vas à l'université où tu commences, tu fais 3 ans de licence, c'est vraiment de la théorie, tu te spécialises, tu fais un master, et puis au final, tu finis. Et c'est pas pour tout le monde pareil, mais tu finis, mais tu n'as pas réellement d'expérience en entreprise et tout ça. Donc, ça, voilà. C'est les deux différences. Après, chacun a aussi, tu sais, sa vision des choses et veut partir dans une direction ou une autre. Et au final, voilà, ce sera différent. Mais ouais, ça, c'est mon point de vue. Ok, très bien, super. Moi, c'est vraiment ça qui m'intéresse aussi, c'est avoir le point de vue de ceux qui ont fait des études ou qui en ont pas fait, hein. Faut savoir ce qu'ils conseilleraient, enfin, s'ils sont contents finalement de ce qu'ils ont fait ou pas, quoi, tu vois. Donc, merci pour ça. Donc, alors, tu m'as parlé de tes biens immobiliers, donc ton premier immeuble. Et donc, est-ce que tu peux nous parler un peu du processus, enfin, comment tu as fait pour le trouver? Est-ce que tu as eu des peurs ou des choses qui t'ont bloqué? Voilà, un peu, voilà, ce que tu peux nous dire là-dessus. Ouais, bah écoute, moi, quand j'ai commencé à investir, alors si tu veux, j'ai investi déjà. Alors ça, je pense que c'est très important pour beaucoup de personnes. C'est que j'ai investi autour de chez moi, enfin, du moins, Mm. autour de chez moi, d'où je viens. Moi, Ouais. j'étais en Allemagne, donc du coup, d'où je viens, c'est à côté de Bordeaux. Mm. Je commençais à investir là parce que forcément, j'avais des gens qui étaient ici sur place, il y avait quelque chose qui allait Mm. pas, tu vois. Mm. Je connaissais, j'avais du réseau, que ce soit des artisans, que ce soit des agents immobiliers, etc. Donc ça aide forcément. Donc ça, je recommande pour tout le monde de vraiment commencer autour de chez eux, puis après, petit à petit, d'élargir. Donc ouais, quand j'ai commencé, si tu veux, dès que j'ai eu la connaissance nécessaire, donc après avoir lu beaucoup, regardé pas mal de vidéos et tout, si tu veux, je commençais à contacter tout le monde. Je commençais à contacter tous les agents immobiliers. Je leur expliquais. Là, j'ai compris qu'en fait, des fois, c'était pas facile parce que tu leur expliques et tu leur parles de cash flow et les agents immobiliers sont bons. Ouais, mais bon, là, ça passe, les chiffres. Mm. Ouais, bon, non, ça passe pas forcément, mais tu vois, tu commences à comprendre aussi qui c'est qui est bon, qui c'est qui est un peu moins bon, qui c'est qui vend et qui c'est voilà, qui va vraiment te conseiller aussi. Et donc, du coup, petit à petit, le réseau a fait qu'on m'a présenté des biens.
J'ai aussi appris, et ça c'est très important pour ceux qui commencent, il ne faut pas se lancer sans réellement savoir comment on calcule un cash flow. Il y a beaucoup de personnes qui se lancent et puis au final, ah ben j'avais oublié qu'il y avait les impôts. Donc voilà, tout ça c'est des choses très importantes à prendre en considération. Du coup, c'est ce que j'ai fait. J'ai contacté des agents immobiliers, j'ai eu des biens qui ont été proposés, j'ai fait mes calculs, ça passait pas. Beaucoup de personnes m'ont dit mais tu trouveras pas mieux, tati tata, tu sais, c'est toujours la même chose. Ouais. Et donc du coup, j'ai continué, j'ai insisté, j'ai fait des offres qui sont pas passées, beaucoup d'offres qui sont pas passées. J'ai loupé un super coup. Au tout début, j'ai loupé un super coup. C'était un immeuble, je crois qu'il y avait 4 appartements. Et c'était une personne âgée qui voulait absolument vendre. J'ai fait une offre à moins 70 000. C'était 220, je crois. J'ai fait une offre à moins 70 000. On était descendu à 150. C'était super rentable. Et si tu veux, à cette époque-là, je ne savais pas trop, vu que j'étais résident en Allemagne, quel statut fiscal. Tu vois, j'étais pas encore assez formé sur cette partie. J'ai attendu. J'ai essayé de garder l'agent immobilier jusqu'au final, tu vois, le bien m'est passé sous le nez. Donc là, ça a été, bon, j'ai compris, ok, d'accord. Il faut mieux y aller. Tu dis, ok, tu bloques le bien et puis après, tu fais ta stratégie avant de signer un compromis. Bon, voilà, j'ai fait ça. Et puis pour le premier bien, ben, voilà, c'est mon réseau, en fait. Si tu veux, c'est un des agents immobiliers que je connaissais. Il m'a appelé, il me fait Arnaud, tiens, il y a ça. C'est important, qu'est-ce que tu en penses? C'était déjà à 10% brut. Donc, du coup, bon, pour ceux qui écoutent, à l'époque, 10% brut, c'est pas 10% de maintenant. Il faut faire attention à ça aussi. Donc, c'était rentable. C'était bien rentable. Il n'y avait pas grand-chose à faire, du moins sur ce que je pensais qu'il n'y avait pas grand-chose à faire. Là, ça fait partie des erreurs. Ouais. Et donc, du coup, j'ai négocié 20 000 euros pour essayer de faire baisser au maximum, sans me le faire piquer parce que je savais que ça allait partir vite. Et puis, ouais, après, ça s'est lancé et puis j'ai acheté. Ouais. D'accord. Et donc, celui-là, il était à combien? En prix, Ouais, en prix, il ouais. était à 214 000 D'accord. en prix. Ok. Après, tu rajoutes les frais de notaire et ça sort 23 000 de revenus, un peu plus de 23 000 annuels. Quoique maintenant, ça a grossi parce que forcément, j'ai augmenté le loyer. Donc là, maintenant, voilà, je suis encore plus que brut. Quand je te parle brut, c'est vraiment sur le prix d'achat, sans inclure les frais notaires. Ça aussi, il faut faire attention de bien inclure tout et voir qu'est-ce que ça sort. Mais ouais, c'est ça. D'accord. Et en fait, cet immeuble-là, lui, tu l'as acheté vide ou semi-vide ou avec ou rempli Non, celui-là, il était plein en fait. Il y a 3 appartements et il y a un local commercial. Donc c'est une petite pizzeria. Ouais. Et d'ailleurs, je connais parce que forcément, c'est des gens du coin, donc c'est quelque chose qui marchait très bien. Donc je savais que sur ça, les locaux commerciaux, il faut bien analyser quand on est des petites villes parce qu'il y a beaucoup de locaux commerciaux qui ferment. Après, c'est très difficile à relouer. Donc là, j'étais assez serein là-dessus. Puis les 3 appartements, c'était loué. Il y avait des gens à l'intérieur qui étaient, c'était pas forcément les meilleurs locataires. Donc du coup, on a fait un petit peu de ménage aussi sur les années après. Mais ouais, c'était tout loué. D'accord, super. On Donc, va dire, juste pour vas-y. ajouter, Ouais. si maintenant je referais, si tu veux, bon voilà, j'avais pas la connaissance encore, tu vois, 100%, je ferais différemment. Mais là, forcément, c'était du 10%, tu sais, c'est la renta, et bam, on y va. Mm. Mais ouais, après, il faut bien analyser sa stratégie, il faut savoir quels sont ses objectifs pour après prendre une décision concrète sur quoi on va investir. Ok, super. Et donc, tu as dit que tu ferais différemment. Tu ferais quoi différemment finalement? Je pense que comme la majorité des investisseurs actuellement, si tu commences dans l'immobilier, bon, le meublé, c'est certainement la chose la plus puissante. Là, j'ai commencé, c'était une SCI, donc j'ai créé une SCI. Parce qu'encore une fois, c'était quelque chose qui rassurait par rapport à mon statut de résident allemand. Mais ouais, je ferais différemment. C'est sûr, je partirais de suite sur le meublé, parce que maintenant, je sais que je peux le faire, malgré que je sois en Allemagne. Et ouais, j'aurais pris de suite quelque chose avec un petit peu de travaux et puis essayer de chercher certainement plus de renta et surtout un nom propre. C'est toujours mieux. Ok. Et donc, tu parlais de ton statut de résident allemand, c'est ça? C'est comme ça que tu Ouais. dis. Je sais qu'il y a des personnes qui écoutent, qui sont pas en France, mais je ne sais pas si, s'ils sont résidents ou s'ils sont du pays en question. Mais s'ils sont comme toi, donc français et qui résident dans un autre pays, qu'est-ce que tu pourras leur donner comme conseil? Quelles difficultés tu as rencontrées pour avoir le financement, si tu as eu des difficultés, et comment tu as fait voilà, pour te faire financer finalement? Ouais, le financement, c'est la grande question à chaque fois quand on est résident à l'étranger. On va dire que la majorité des gens que j'ai rencontrés qui sont à l'étranger, qui veulent investir en France, ils vont contacter leur première banque, leur banque historique, tu sais, qu'ils ont dans la famille ou ce que tu veux, et des fois, ça passe pas. Mm. Bon, il faut juste pas s'arrêter, en fait. En général, quand on est à l'étranger, ce qu'on va vous demander, c'est plus d'apport. Donc, normalement, c'était
À l'époque, je me souviens, c'était jusqu'à 30%. Bon, moi, j'ai eu des choses un petit peu différentes parce que j'ai réussi à avoir quelques contacts qui m'ont aidé plus et j'ai pas eu besoin de mettre 30% d'apport. Mais ouais, c'est 30% d'apport il faut vraiment prendre en compte si vous voulez vous faire financer sans forcément aller chercher et taper aux portes de toutes les banques. Après, bon, actuellement, c'est un peu plus difficile aussi. Il faut se remettre dans le contexte de 2023 et c'est un peu plus difficile. Les taux sont plus élevés, donc du coup, en plus, vos rentabilités sont différentes. Mais je pense que ouais, c'est possible de se faire financer en France quand on est résident étranger. C'est pas possible en général de se faire financer par une banque à l'étranger pour un bien en France. Ça, j'ai jamais entendu que c'était réellement possible, ou alors il faut vraiment des garanties, que ce soit nantissement, etc. Mais ouais, en général, c'est possible, mais il faut compter 30% d'apport. Voilà, l'apport, c'est vraiment la chose importante. D'accord. Et donc, tu me disais qu'en Allemagne, tu avais un revenu un peu plus élevé que ce que tu aurais eu en France. Et sans parler du montant de ton revenu, parce que bon, tu n'as pas forcément envie d'en parler. Mais par exemple, si tu as un pourcentage, par exemple 10%, 20%, c'est quoi l'ordre de... C'est quoi l'ordre de prix finalement qui est supérieur à un salaire français? Quand Moi, tu enfin, fais une moyenne, quoi. moi, ça me dérange pas d'en discuter ouvertement. Moi, si tu veux, D'accord. quand j'ai commencé ma carrière en Allemagne, moi, du coup, j'avais une licence, donc pour bien remettre dans le contexte, j'avais une licence, j'étais à 2100 euros net. Mhm. Et puis au bout de 6 mois, j'ai été promu, donc du coup j'ai changé de job. Puis je suis passé au bout d'un an, j'étais plus à plus de 3000 euros. Ça, D'accord. c'était en 2018, hein. Donc du coup, ouais, Ouais. c'était un petit peu avant. Et puis au final, après 5 ans d'expérience, maintenant je suis à un peu plus de 6000 euros net par mois. Donc ça, voilà, ça c'est mes revenus en tant qu'employé. Ouais. Euh, on va dire que en Allemagne, alors pour certaines personnes, ça peut faire beaucoup d'argent, pour d'autres, ça peut faire pas beaucoup. Mais si tu Ouais. veux, en Allemagne, il y a beaucoup plus de chances d'augmenter tes revenus rapidement si tu es capable de travailler beaucoup. Mhm. Si tu es capable de travailler beaucoup, de montrer que tu en veux, etc. Et puis après, c'est l'expérience. Donc, on va te dire, OK, tu as 5 ans d'expérience, tu vaux tant sur le marché en fonction de tes compétences, en fonction de ce que tu apportes à la boîte, etc. Et moi, dans mon secteur enfin, dans mon métier, la Ouais. gestion des risques, voilà, c'est assez recherché. Et puis voilà, petit à petit, j'ai réussi à monter comme ça, si tu en travailles beaucoup. Puis au final, j'ai changé de boîte aussi. Ça, je le recommande à tout le monde. Si vous êtes employé et que vous voulez pas encore vous lancer l'entrepreneuriat, ce que vous voulez, vous n'avez pas assez de revenus passifs, il faut changer de boîte. Il faut jamais rester dans une boîte plus de 3 ans parce que forcément, votre salaire, il va pas bondir. Donc, à chaque fois que je suis changé de boîte, j'ai pris une grosse augmentation. Et puis voilà. Après, je suis arrivé au niveau où je suis maintenant. D'accord. Donc, en fait, tu me parlais de 2018. Donc, en fait, c'est entre 2018 et maintenant, ce changement de salaire, c'est ça? C'est ça. D'accord, oui, donc on est sur. Ouais, j'ai pas entendu ça encore en France. Un changement de salaire, ouais. Après, je connais pas non plus Il y tout, en mais a, mais voilà, c'est ouais. un petit peu différent, effectivement. D'accord, ok, bah, super, super, parce que ça donne des opportunités différentes, parce qu'en fait, on pense qu'on doit rester travailler en France. Après, il y a des métiers où peut-être que voilà, mais des fois, juste en se déplaçant un peu, en allant dans un pays qui est limitrophe, bah, comme la Suisse, par exemple, ou le Luxembourg. Exactement. Eh ben, Exactement. pour à peu près le même nombre d'heures, bon, on travaille un peu plus en général dans ces pays, mais tu as quand même un salaire beaucoup plus élevé relativement à l'heure, quoi. Ouais, c'est toujours la même chose. Tu sais, enfin, les trois quarts des gens qui veulent rester en France, c'est peut-être soit ils n'ont pas la connaissance, soit ils sont pas prêts de partir d'où ils viennent, tu vois. Mm. Moi, je vois, j'ai mon petit cousin, pareil, il vient de partir en Suisse. Ouais, il est croupier au casino et ouais, je te dis pas sa rémunération, mais voilà, ça ferait des jaloux. Et il a Mm. 21 ans. Mm. Mais au bout d'un moment, voilà, il y a toujours des solutions. Moi, c'est ce que je dis à chaque fois. Si tu veux gagner plus, il y a toujours des solutions. Si tu veux épargner plus pour acheter un bien immobilier, il y a toujours des solutions. Après, voilà, il faut savoir travailler. Ça passe toujours par le travail. Ouais, Donc là, il n'y a pas de raccourci, mais c'est il y a vrai. toujours des solutions. Et la France, même si j'adore mon pays, Mm. euh, ça n'apporte pas les mêmes opportunités que tu pourras avoir sur des pays limitrophes, comme tu as dit, comme la Suisse ou autre. C'est vrai. Donc après, donc je parle aux auditeurs, c'est à vous de voir si vous avez évidemment la volonté ou la capacité même d'y aller ou de vous déplacer. Et en fait, en vous déplaçant, même en Suisse, en Allemagne ou Belgique, je ne sais pas trop, mais au Luxembourg, oui, il y a des salaires beaucoup plus élevés qu'en France pour un métier égal, quoi. Donc voilà. Ouais, et puis bon, faut pas croire que c'est facile, attention, hein. Ah, bien C'est sûr. pas facile. Mm. Déjà, il faut essayer d'apprendre un petit peu la langue, tout ça, forcément, ça peut aider. Mm. Mais vraiment, si on a la volonté, il y a moyen de faire de bonnes choses. Ouais. Ouais, il y a des solutions. Ok, mais merci, merci. Donc, ton premier immeuble, et après, tu m'as dit que tu as acheté un lot, c'est ça, de 4 appartements, si je me souviens Ouais, bien. c'est Et ça. donc, c'était combien de temps après, et comment ça s'est passé?
C'était 6 mois après, Mhm. grosso modo. Ouais, 6, 7 mois après. Ben, comment ça s'est passé? Toujours pareil. Moi, je cherchais. Alors là, c'était sur le Bon Coin. Je cherchais sur le Bon Coin. Mhm. Puis là, je vois 4 appartements, donc du coup, dans une résidence. Alors, c'est un petit village. C'est pas la même ville que j'ai acheté le premier immeuble. C'est un petit village à côté. Mais je savais que ce village, en fait, les prix à l'achat étaient relativement bas comparé au niveau de loyer qui était relativement haut. D'accord. Donc, du coup, je savais que déjà, en fait, tu sais, c'est toujours le ratio qu'on cherche à avoir quand on investit. Donc, euh, j'ai vu ça. Il y en avait 2 qui étaient vides sur 4. Ouais. Euh, la résidence, elle fait vraiment pas rêver parce que bah, forcément, les personnes qu'on a à l'intérieur, c'est pas forcément les meilleurs locataires, encore une fois. Ouais. Cependant, ils payent beaucoup pour ce qu'ils ont. Donc, c'est que des studios, c'est que des 18 mètres carrés. Donc, du coup, voilà, c'était petit investissement. J'ai acheté ça 86 000 avec les frais notaires inclus, là. Ouais. C'était 81 sans les frais notaires. Et ça, si tu veux, je les loue 320 euros par appartement. Je crois qu'il y en a un qui a 290 aussi. Mais bon, grosso modo, ça fait entre 13 et 14 de revenus par an. D'accord. Et au niveau Donc, des charges de copro, ça va, c'est pas trop élevé? il y a des charges de copro. Donc, ouais, il Ouais. y a des charges de copro. Donc, Mhm. ça aussi, forcément, ça pète un petit peu la renta, mais au final, quand même, ça sort pas mal de cash flow. Je crois que je suis à un peu plus de 300 euros de cash flow net, Mhm. en comptant les provisions de travaux, en comptant les provisions de vacances, en Mhm. comptant les frais de copropriété, les taxes foncières et tout ce qu'il peut avoir. Donc, ouais, sur un investissement qui était à 86 000 euros, c'est plutôt correct, hein. C'est très très bien, c'est très très bien. Et en fait, c'est bien de dire ça finalement parce que comme tu sais, on a passé une période où il y avait beaucoup, on parlait beaucoup de cash flow et de gros montants au niveau des cash flow qui faisaient un peu rêver. On parlait souvent des vendeurs de rêves qui disaient qu'on pouvait avoir des sommes énormes. Et le truc, c'est que moi, j'entends, je vais pas dire régulièrement, mais j'ai entendu plusieurs personnes me dire que, ben, en fait, pour 200 euros, j'ai pas, investissement, il n'est pas intéressant. Sauf qu'il n'y a pas que les 200 euros finalement qui enrichissent, entre guillemets, le patrimoine. Donc, c'est bien de t'entendre dire ça parce que c'est la réalité finalement. La réalité, quand tu Ouais, loues c'est bien en classique, même si c'est du meublé ou du nu, la réalité, c'est ça, c'est des 200, 300 euros. Après, si tu vas aller sur des montants plus élevés, c'est la location courte durée ou la colocation, mais sinon, la réalité, c'est ce que tu dis, quoi, finalement. Ouais, j'ai envie de te dire qu'il y en a qui ont réussi à faire vraiment des gros coups, hein. Ouais, Ça, c'est sûr, il n'y a pas de bien doute. sûr. Ce qui est certain, c'est que bon, il faut faire attention où c'est qu'on a l'information quand on écoute ça. Mm. Alors, ce que j'ai Exactement. dit, c'est prendre en considération la vacance. Mm. Des fois, dans votre calcul de cash flow, il y en a, ils prennent pas la vacance Ouais, locative. dans leur calcul. Ben, là, quand, Mm. quand ça tombe et qu'il y a 2 mois qui est vide, ben, du coup, ça te pète ton cash flow. Mm. Les provisions de travaux, c'est pas 100 euros de provisions de travaux et croire que ça va marcher sur un immeuble de 300 000, hein. Mm. Non, c'est pas ça. Alors, il faut vraiment, voilà, c'est tout ça à prendre en compte. C'est sûr que quand tout va bien Mm. et qu'il n'y a pas de vacances et qu'il n'y a pas de travaux, ben alors là, oui, ça fait des revenus plus importants. Mais bon, vous les retrouvez après quand il faut changer la toiture, tu vois. Donc, Mm. du coup, il faut vraiment faire attention à ça. Il faut vraiment bien faire ses calculs sans trop se sécuriser parce que dans ces cas-là, il y en a beaucoup qui ne vont pas passer l'action, Ouais. mais vraiment en se disant, bon voilà, là, je sais que c'est bon et mon cash flow, au moins, c'est sûr que ça, c'est du minimum. Mm. Donc, ouais, ça, c'est important. Puis, je pense aussi, tu sais, à l'époque, euh, moi, quand j'ai commencé à investir, alors, maintenant, c'est un peu différent, encore une fois, pour ceux qui nous écoutent, mais euh, à l'époque, tu mettais pas beaucoup d'apports. Et moi, j'ai toujours fait un calcul qui est pour moi un calcul qui est très important, c'est que c'est ce qu'on appelle en anglais le cash on cash. C'est-à-dire que tu investis 10 000, si à la fin de l'année, tu as un cash flow de allez, 2500, à ton retour, c'est 25%, quoi. Mm. Tu vois, c'est pas, du coup, c'est pas le 10% brut au début. C'est ça aussi que les gens ne comprennent pas, c'est que des fois, tu vois, 200 euros de cash flow, mais au final, ça peut être beaucoup sur ce que tu as réellement amené dans le deal. Ouais. Donc après, on ne prend pas encore la capitalisation, c'est vraiment du cash on cash. Donc si tu prends la capitalisation en plus, là, tu vas être à 40%. Et... Donc là, c'est là que tu crées vraiment de la valeur à l'immobilier. Donc du coup, il faut pas s'arrêter à je fais que 200 euros, puis au final, il y a 3 appartements. Non, non, il faut pas s'arrêter à ça. Il faut vraiment bien regarder en profondeur, faire tous les calculs. Et surtout maintenant, si on s'arrête à ça, maintenant, vous ne ferez plus rien, c'est sûr. Là, c'est clair, c'est clair. Ouais, merci pour ton partage parce que c'est important c'est important de le dire parce que comme on arrive dans une période un peu plus normale, on va dire, au niveau de l'investissement immobilier,
Il y en a peut-être qui voudraient ne pas se lancer ou qui auraient peur de se lancer parce que les chiffres sont pas les mêmes qu'avant. Et, euh, et en fait, on peut un peu être bloqué par ça. Mais en fait, comme on est dans une période relativement qui redevient normale, on n'a plus des taux très bas, c'est moins facile d'investir finalement. Donc, c'est vrai qu'il faut se baser sur des prix entre guillemets réels et voilà. Et c'est comme ça qu'on avance, quoi. Mm. Ouais, c'est ça. Mais on va dire que toutes les périodes sont différentes. Avant, il y avait beaucoup moins d'apports, les taux étaient Ouais, bas, c'était plus facile d'avoir la renta. C'est pour ça que ouais, l'immobilier a flambé. ouais, Maintenant, quand on investit, maintenant, là, je le vois récemment, on a fait une offre, c'est une offre très, très basse. On fait des offres basses. ouais. Puis dans tous les cas, les propriétaires, ils ont du mal à vendre aussi. Donc, ça aussi, il faut arriver à prendre le bon de chaque période, si tu veux. Il y a toujours des opportunités. Mm. Ouais, c'est exactement ça. Et, aussi, tu as parlé tu sais, du fait que le prix était bas et que les loyers relativement au prix finalement étaient élevés. Et j'aimerais que tu nous parles un peu des anomalies de marché, parce que des fois, il y a des anomalies de marché comme ça. Et qu'est-ce que tu en penses? Est-ce qu'on devrait rechercher des anomalies de marché comme celle-là, même si on n'a pas, comme tu dis, les meilleurs locataires, ou est-ce qu'on devrait s'orienter sur autre chose? Toi, tu t'en penses quoi? Bah, c'est toujours pareil. Quand il y a une anomalie de marché comme ça, là, bah, c'est pour aller chercher du cash flow. Donc, du coup, là, moi, c'était mon objectif. Si tu veux, si je cherche au maximum de cash flow, donc là, j'y vais. C'est un petit village, enfin, c'est une petite ville. Mm. Je prends pas trop de risques parce que bon, ça se vend quand même. Mm. Mais bon, je sais que voilà, j'aurai des emmerdes, Mm. clairement. On va dire que c'est pas forcément la stratégie de long terme, si tu veux. Mm. Donc là, forcément, je fais du cash flow, j'accumule. Je revendrai, je prendrai certainement une petite plus-value quand même. Pas Mm. beaucoup, malgré que les biens, ça baisse en ce moment. Mais si tu veux, ouais, j'aurai accumulé du cash. Mm. Donc, j'ai pris, en plus, on peut en parler aussi, j'ai pris un an de différé là-dessus. Ouais. Donc, du coup, voilà, j'avais pas de travaux à faire. Donc, Mm. tout ça, ça fait que j'ai pris pas mal d'argent là-dessus. Euh, mais au final, les anomalies de marché, voilà, ça dépend vraiment de votre stratégie, en fait. Mm. Moi, je peux conseiller des gens, vous allez dans la pierre à Bordeaux sur un truc hyper safe, un meublé, en court durée, si vous voulez un petit peu, voilà, et faire gérer par quelqu'un qui peut bien vous le faire, et puis ça va. Puis sur le long terme, ça ne perdra jamais de la valeur, ce sera toujours safe. Il y aura toujours, mais voilà, ce sera relativement safe. Mais si vous voulez être agressif, avoir des revenus complémentaires et vraiment être potentiellement libre demain en faisant autre chose grâce à l'immobilier, ouais, il faut soit aller chercher les anomalies de marché, soit faire la courte durée. Mais bon, ça dépend en fait. Et on va dire que les anomalies de marché marchent bien dans une période qu'on a eue depuis 2012 jusqu'à 2022, quoi, tu vois, parce que les taux sont bas et donc du coup forcément on peut réellement avoir des différences entre le prix d'achat et les loyers. Cependant, dans des périodes qui sont plus compliquées que maintenant, les prix vont baisser beaucoup plus fortement dans ces régions-là. Donc du coup ça aussi, ça à prendre en considération. Et encore une fois, il ne faut pas avoir peur de ça non plus. Si vous en avez dans des marchés qui baissent actuellement, tant que vous ne vendez pas et que vous avez du cash flow, ben, ça fonctionne, quoi. Exactement. Exactement. La perte, en fait, c'est un peu comme en bourse. La perte, en fait, elle est actée quand tu as vendu. Mais à partir du moment où tu vends pas, finalement, tu n'as pas perdu, en fait. Exactement, exactement. Même s'il Il y y a a, une grosse il y a- baisse. c'est juste, tu sais, quand tu fais tes calculs, moi j'aime bien faire ça, c'est calcul de valeur nette, tu sais, Mm. quelle est ta valeur nette? Bah, oui, là, ça peut baisser si tu veux, mais bon, Mm. tant que tu n'as pas besoin de vendre, tu n'as pas de problème. L'immobilier, c'est sur le long terme, ça fait commenter. Voilà, il y a pas de risque par rapport à ça. Après, il y a des marchés qui montrent plus ou moins, et c'est sûr qu'après, il y a de l'arbitrage en fonction de ta stratégie, Mm. toujours. Ouais, c'est vrai. Mais après, c'est vrai que ce qui peut faire peur, c'est que, tu vois, dernièrement, enfin, ces dernières années, ça fait que monter. Donc après, quand il y a une petite baisse, ça peut faire peur en disant oui, mais ça va baisser. Donc, voilà, mais en fait, en général, c'est un peu, enfin, c'est comme la bourse, ça monte, ça baisse un petit peu, ou ça baisse beaucoup, et puis ça remonte un peu plus. Donc, ouais, c'est. Mais après, il suffit juste de regarder un petit peu l'historique, tu sais, du marché immobilier. Les Mm. marchés immobiliers qui fluctuent le plus, c'est les États-Unis. Tu Mm. regardes les États-Unis, ils ont pris une baisse de plus de 30% en 2010. Du coup, c'était vraiment le plus profond de la baisse. Alors, il y a vraiment eu des marchés qui ont été plus touchés, comme Détroit, etc. Mais au final, maintenant, bah, l'immobilier, il est encore au plus haut. Alors, il va avoir encore une baisse. Il y a déjà une baisse à cause des taux d'intérêt. Mais sur le long terme, si tu veux, ça monte toujours. Je crois que j'avais vu quelque chose, je me souviens plus exactement les chiffres, je ne veux pas dire quelque chose qui est faux, mais j'avais vu quand, dans les années 70 aux États-Unis, tu pouvais acheter une maison pour 15 000 $ Mm. et la même maison actuellement, elle est à 300 000 $.
Mm. Tu vois, c'est ça aussi. Il faut se dire sur le long terme, c'est ça. Et si tu achètes bien et que tu fais du cash flow, ben ça va quoi. Attends que ça passe et vends après. C'est vrai, c'est exactement ça. Alors, tu m'as parlé donc, alors, l'immeuble, les 4 lots. Et donc après, je crois que tu m'as parlé d'autre chose, mais je crois que c'était un immeuble, je vais pas dire de bêtises. C'est ça? C'est ça, c'est ça. Et donc du coup, après, je suis parti sur un immeuble euh, qui était, alors celui-ci, alors comment s'est passé celui-là? En fait, si tu veux, là, à ce moment-là, j'avais décidé de changer un petit peu de stratégie. Je m'étais dit, je pars sur quelque chose qui sera plus avec des travaux pour faire du meublé, tu sais, comme je t'avais dit au début. Ouais. Et puis encore une fois, pour avoir plus de cash flow. Et cet immeuble, en fait, j'ai été contacté par le même agent immobilier qui m'avait vendu le premier. Il m'a dit, ouais, j'ai une super affaire, petit tata. C'est un gros immeuble. Il y a euh, les loyers à remonter. Voilà, il y a des locataires qui sont pas terribles, il y a des loyers à remonter. Mais bon, voilà, c'est un bon plan. C'était à 330. C'est un bon plan. Ça, voilà. OK. Il y avait, pareil, 33 000 euros de revenus actuels, sachant qu'on pouvait augmenter le loyer. Mais c'était loué, encore une fois. Mm. Et donc, du coup, là, forcément, il y en a beaucoup qui peuvent critiquer ça. Donc là, j'ai un petit peu changé mon fusil d'épaule parce que je me suis dit, je ne vais pas laisser passer l'affaire parce que je savais le potentiel qu'il y avait derrière. Donc, du coup, je n'ai pas acheté un meublé. Ouais. Mais en fait, à la base, ça, si tu veux, j'avais dit à mon père, tu l'achètes. Mm. J'ai dit, tu l'achètes. Et puis, si tu veux, bon, voilà, comme ça, en fait, on laisse pas passer les bons coups, si tu veux. Et puis, voilà, Mm. tu l'achètes, puis j'en ferai un autre. Et si tu veux, mon père, il n'a pas réussi à se faire financer parce que lui, il est aussi entrepreneur. Et D'accord. donc, au niveau où il était là, il était déjà blindé au niveau des crédits, tout ça. Donc, du coup, ils ont dit Ouais. non, peut-être pas de suite. Ouais. Et donc, du coup, j'ai dit, bon, on laisse pas passer. Mm. On les a fait poireter quand même assez longtemps. Ça, c'est quelque chose que j'aime pas trop faire. Mais bon, malheureusement, on a fait ça. Et ce qu'on avait fait, qui est important aussi, c'est qu'on avait mis une clause de substitution dans le crédit. Donc du coup, voilà, on était sécurisé. J'ai pu récupérer le bien quand ça s'est pas fait avec mon père. Et donc du coup, j'ai pris le bien. Et là, c'est pareil, je l'ai acheté en SCI et c'est un bien de 6 lots. Maintenant, je suis aux alentours de 35 000 euros de revenus. Voilà, c'était un bon coup à faire. Mais voilà, il fallait changer un petit peu ma stratégie. Et puis, ouais, j'ai quand même acheté ça, quoi. Puis ça aussi, on a fini par l'acheter début 2022, tu vois. Donc du coup, c'est Ouais. assez récent. Mm. On a fini par l'acheter début 2022. Et puis là, tu sais, tu commençais à voir. Ouais. Moi qui est un petit peu agent immobilier aussi, donc avec l'agence, on commence à voir que ça commençait voilà, à changer. Mm. Et donc, du coup, là, tu te dis, bon, là, maintenant, il faut peut-être prendre les bons coups maintenant. Parce que si tu veux, on l'avait négocié début 2021. Mm. Donc, du coup, on a bien négocié. Et donc là, on s'est dit, faut le faire quand même. D'accord, super. Donc, en fait, tu as fait le premier immeuble, c'était loué en partie, celui-là aussi, c'est ça? Les 4 lots, je sais plus ce que tu m'avais dit, c'était loué en partie Il y a, aussi. ouais, il y en avait deux qui n'étaient pas loués. 2 qui n'étaient pas loués, d'accord. Donc, en fait, en gros, toi, ta stratégie depuis le début, c'est louer, enfin, acheter des biens qui sont loués. Enfin, en tout cas, les opportunités que tu as eues, c'était ça. Donc, est-ce que tu conseillerais à quelqu'un qui démarre finalement de faire comme toi? Dans ce cas-là, dans le même cas que toi, tu referais exactement la même chose ou tu ferais différemment? Encore une fois, ça dépend de la période dans laquelle on est. Ouais, Là, mais la période actuellement, actuelle, voilà. voilà, c'est ça. Dans la période actuelle, toujours pareil, je chercherai des biens qui sont vraiment adaptés pour faire du LMNP. On Mhm. commence par du LMNP, un truc qui est rentable. On se fait la main. Puis aussi, faire de la courte durée, ça peut être pas mal parce qu'on peut augmenter ses revenus. Tu connais bien aussi. Mhm. Cependant, voilà, faut vraiment arriver à trouver les bons biens. Donc, je pense, ouais, commencer sur un petit bien avec quelques travaux où on peut vraiment déduire ses travaux en LMNP et puis au final, voilà, ne pas payer des impôts pendant des années, ça peut être une bonne stratégie. Mhm. Après, si on veut vraiment faire du patrimonial, Mhm. si on veut se dire, OK, moi je m'en fiche, c'est pas pour avoir du cash flow maintenant ou du moins des revenus complémentaires maintenant, Mhm. c'est faire une SCI et là, c'est acheter gros. C'est Ouais. essayer voilà, d'aller partir sur des gros biens, faire des grosses négociations, essayer de prendre des biens qui sont très rentables Mhm. et donc du coup pouvoir après racheter, etc., monter une SCI à un certain niveau. Dès qu'on arrive à un niveau où on va payer trop d'impôts, on refait une SCI, etc., et on enchaîne. Je pense que ouais, ça dépend toujours des objectifs en fait que vous avez. Donc, si c'est des objectifs de cash flow, LMNP c'est pas mal. Mhm. Et puis après, il faut être un bien rentable. Et si c'est des objectifs plutôt patrimonial long terme, faire des sociétés, c'est certainement très bien. D'accord, ok. Et donc, en termes de SCI, quand tu veux te faire financer par la banque, comment ça se passe? C'est-à-dire que si tu as déjà un bien, est-ce qu'il se base sur les 35% d'endettement ou est-ce que c'est un autre système de calcul?
Ouais, il se base toujours sur le total. Après, l'avantage d'une SCI, c'est que, voilà, l'avantage, désavantage, moi, j'ai mon père qui est dans la SCI avec moi Mhm. à 1%. D'accord. Donc voilà, c'est parce que tu es obligé d'avoir des associés. Donc il est là à 1%, mais si tu veux, à l'époque, quand on allait voir le banquier, il prenait aussi les revenus de mon père en considération, plus mes revenus. Mhm. Donc du coup, ça faisait des revenus beaucoup plus élevés et ça a aidé aussi euh, par rapport à ça. Puis en plus, il y avait le différentiel à l'époque qui était là aussi. Donc du coup, Ouais. les immeubles qui faisaient du cash flow, ben, du coup, voilà, ça se rajoutait aux revenus. Donc du coup, sur les 70%, tu sais, qui prennent sur les revenus de l'immeuble, Mhm. plus les revenus actuels, bon, mon taux d'endettement, j'y suis pas loin peut-être maintenant, si tu veux, mais bon, au final, voilà, c'est pas un problème particulier. Et la SCI, c'est assez pareil. Mais après, forcément, c'est toujours discuté avec des banques. Moi, je me suis fait financer deux par la même banque et un par une autre banque. Euh, Après, voilà, c'est discuter avec eux, c'est voir comment on peut faire. Il faut savoir que les banques vont forcément, de temps en temps, elles vont être hyper strictes, c'est-à-dire c'est pas possible, mais après, il y a des dérogations et elles arrivent à faire des choses, même si vous avez un cas un peu particulier. Moi, c'était mon cas et le cas, c'est ce qu'on a discuté au début, c'est que je suis résident à l'étranger. Ouais. Et moi, ce que je voulais, c'était à chaque fois, je voulais 2 ans de différé, je voulais pas mettre d'apport. Voilà, voilà, c'était ça la stratégie. En fait, si tu veux, moi, ma stratégie, j'ai commencé, je me suis dit, acheter des immeubles. À chaque fois, je prends du 2 ans différé et je vais pouvoir récupérer cet apport. Et au moment où on va me bloquer avec l'apport, je vais pouvoir mettre de l'apport pour faire financer l'autre. Et c'est ce qui s'est passé avec le troisième. Le troisième, j'ai mis 15 000 euros d'apport grâce au différé. Donc, en fait, moi, j'ai mis 6 000 euros. C'était pour faire financer, du coup, les cas studio, mais sinon, j'ai rien mis d'autre. D'accord, ok. Oui, donc c'est en fait sur le papier, finalement, t'as pas mis enfin, t'as pas apporté beaucoup d'argent de ta poche finalement sur les trois Non. enfin, pas les trois biens, on va dire les trois projets que tu as fait. Donc c'est très rentable finalement. Ouais, Si on voit le cash on cash, comme je t'ai dit au ouais, début, ben, ouais. oui, moi, c'est ce qui m'intéresse. Donc, du coup, là, la rentabilité, elle est bonne. Ouais. Ouais, ok. Donc bien pour les auditeurs, hein, donc bien regarder finalement de ne pas calculer seulement le cash flow, mais de calculer la globalité du projet pour voir si c'est rentable, enfin la rentabilité réelle finalement du projet par rapport à ce qu'on a apporté au départ. Ouais, c'est vraiment, ouais, de toute façon, c'est comme ça qu'on investit. Si vous investissez sur des actions, tu vas chercher à avoir des dividendes. Et dans ces cas-là, tu dis, OK, tant de dividendes, ça fait 5%. Ben là, c'est la même chose. Tu as Mm, apporté 100. mm. Si tu as 20 qui rentrent, ben ouais, c'est exactement ce que ton retour sur investissement, quoi. Exactement. Et puis pour les actions, parce que juste une aparté, c'est que il y a les dividendes et puis il y a aussi le rendement de l'action finalement. Et il faut voir les deux parce que on peut dire il y a un dividende qui est à 5%, mais si l'action elle a monté de 10%, finalement c'est pas la même chose quoi. Donc L'appréciation est très importante, c'est sûr. voilà, C'est faut sûr. voir la globalité. Ce qui est pareil dans l'immobilier, au final. C'est la même Ouais, chose. exactement. En fait, c'est enfin c'est pas oui, c'est la même façon de voir quand on voit la globalité, action immobilier, c'est pareil. Voilà. Ouais. C'est ça. Et pareil, si tu vends pas ton action, et que tu es un déficit sur l'action Mm. elle-même, tant que tu l'as pas vendue, ça fait rien, quoi. Moi, je me Ouais. souviens, j'avais acheté pas mal d'actions, juste en aparté, acheté pas mal d'actions sur Amazon. Ouais. Du coup, c'était en 2022. Quand c'est tombé, là, Mm. ben là, j'ai dit, bon, ben, on va attendre. Et Ouais. donc maintenant, c'est repassé positif. Donc du coup, voilà, Mm. il faut attendre, il faut pas se précipiter. Il faut savoir aussi, et ça, je pense que c'est important à dire, il faut savoir ne pas mettre tout son argent dans un actif. Il faut savoir diversifier ses actifs et puis il faut savoir avoir aussi, et ça, je pense que tous ceux qui sont dans le domaine des finances perso, ils le disent, il faut savoir avoir une épargne de précaution qui soit Mm. libre. Parce Ouais. que s'il y a quelque chose qui se passe, voilà, vous êtes assuré. Investir dans quelque chose sans se dire, je mets tout là et puis Mm. ça marche pas tout le temps, quoi. Non, non, c'est vrai, c'est vrai que c'est un bon conseil, il faut le préciser parce que je le dis pas assez souvent en plus, c'est que oui, faut garder son épargne de précaution et il faut avoir un apport finalement en plus de l'épargne de précaution. Est-ce que les banques aussi recherchent, certainement pas toutes les banques, mais il y a des banques qui vous disent, bah, vous allez mettre 20 000 euros d'apport, par exemple, mais après avoir mis les 20 000 euros d'apport, il faut qu'il reste 10 000. Il y a des banques qui sont comme ça. Donc, même si vous avez 20 000, finalement, ils vont pas vous dire de tout mettre. Il faut qu'il reste quelque chose. Voilà. Donc, C'est ça, c'est il y a ça. ça à Ça, prendre c'est en très compte. important. Ouais, L'épargne, si on veut investir, c'est le pilier de tout, en fait. ouais, Donc, du coup, plus d'épargne on a, plus on peut investir, mais dès qu'on a son épargne de précaution, on est tranquille, quoi. exactement. Donc, c'est la base, finalement, c'est la base avant d'investir, c'est la base, quoi. Exactement, exactement.
Alors, ah oui, tu m'avais dit au départ, je reviens en arrière, hein, et que tu m'avais dit que ton père tu te disais te conseiller d'acheter. Et en fait, c'est parce que lui avait déjà acheté ou simplement parce qu'il savait que c'était rentable. Non, non, en fait, il savait pas du tout. En fait, ils ont leur résidence principale, mes parents. Ouais. Euh, mais si tu veux, il voulait acheter. Donc lui, il est dans l'entrepreneuriat. Donc du coup, il a monté quelques entreprises. Donc du coup, voilà, Mm. son temps était vers l'entrepreneuriat, mais il s'est toujours dit l'immobilier, j'aurais dû en faire plus. C'est toujours D'accord. pareil. J'aurais dû D'accord. en faire plus, j'aurais dû en faire plus tôt. Donc Mm. maintenant, il a de l'immobilier, mais c'est de l'immobilier commercial. C'est Mm. d'ailleurs l'immobilier commercial, c'est d'ailleurs très très rentable. Ouais. Euh, mais en gros, c'était voilà, achète le plus rapidement possible parce que dans tous les cas, tu vas capitaliser. C'est toujours ça. Après, le cash flow, les revenus complémentaires, potentiellement devenir rentier, comme, Mm. comme beaucoup le vendent, Ouais. ça, c'est à la base, si on achète un bien immobilier, c'est pour ça que si on n'a pas d'ambition dans l'immobilier, il faut acheter sa résidence principale. Ouais. Il faut acheter sa résidence principale et puis on capitalise, on ne met pas de l'argent à la fenêtre avec un loyer. Et puis voilà. Voilà, ça dépend, mais moi, il m'avait dit achète parce que dans tous les cas, ce sera bon sur le futur, quoi. Mais il n'avait pas réellement de connaissances pures dans l'immobilier. Oui, mais en tout cas, il t'a donné un conseil pertinent, très pertinent finalement. Ah, mais je le dis, hein, sans lui, j'aurais pas fait ce que j'ai fait. Mm. Et je serais pas à fond dans l'immobilier maintenant. Donc, je peux le remercier, effectivement. D'accord. Et donc, est-ce que le fait que tu m'as dit qu'il a monté plusieurs boîtes, est-ce que le fait qu'il ait monté plusieurs boîtes et que tu aies vu qu'il a fait ce genre de choses, est-ce que ça t'a aidé au niveau du mindset? Parce que on peut avoir peur finalement qu'on n'a jamais acheté d'acheter un bien pour le mettre en location, les impayés, les travaux, les différents problèmes, etc., qui pourraient arriver. Et on entend beaucoup de choses aussi qui sont vraies ou pas vraies aux infos ou avec les gens qu'on connaît. Donc, est-ce que ça t'a aidé finalement le fait qu'il ait pris ce genre de risque? Est-ce que ça t'a aidé? Ouais, je pense que c'est même pas réellement par rapport que à l'immobilier, si tu veux. Je pense que l'entrepreneuriat, c'est Mm. quelque chose qui est pas facile, qui peut Mm. avoir beaucoup de récompenses, que ce soit personnelles, professionnelles, financières, etc. Mais c'est pas facile. Encore. Donc ça, c'est beaucoup de gens, ils vont à l'entrepreneuriat, quand vous montez une boîte et puis vous allez faire des millions. Non, ça marche pas comme ça. Mm. Il y a un process, tu vois. Mais moi, ce que ça m'a appris, c'est que moi, j'ai toujours vu mes parents bosser à fond, quoi. Quand j'étais petit, mes parents ils rentraient tard le soir. Bon, on peut dire c'est bien ou pas bien, Mm. mais voilà, moi, je les ai toujours vu bosser à fond. Et quand j'ai commencé à faire ce que je fais dans l'immobilier, ma petite entreprise, et puis au boulot, je me suis toujours dit, non, là, mon père, il travaillerait plus. Mm. Donc, du coup, ça m'a aidé aussi à essayer de vraiment de faire plus, de pousser à aller plus loin. Ça m'a aussi aidé à comprendre que, bon, voilà, quand on fait des entreprises, il faut aussi bien calculer puis voir dans quel domaine on va, parce qu'il y a des domaines qui sont pas rentables et on peut travailler beaucoup, beaucoup, beaucoup d'heures, même si on est des gros bosseurs, s'il n'y a pas de marge, il n'y a pas de marge. Donc Ouais. voilà, il y a tout ça à prendre en considération, mais euh, c'est sûr que les valeurs de l'entrepreneuriat et les valeurs du travail, ouais, c'est sûr que moi, ça m'a beaucoup aidé dans mon parcours. Et c'est pour ça qu'à terme, j'espère que je serai à 100% aussi entrepreneur, parce que ouais, c'est ce que j'aime. Mm. Tu sais, c'est l'innovation, c'est la créativité. Mais bon, voilà, c'est sûr que quand l'argent est vu, c'est toujours plus difficile d'y aller. Mais bon, si on a une capacité d'adaptation, une capacité de travail énorme, il ne faut pas hésiter. Ok, super. Et après, tu m'as pas dit, après ces trois projets-là, t'en as pas d'autres. Non, là, j'en ai pas d'autres pour l'instant. Voilà. Après, je dis pas, quand je dis ça, c'est pas péjoratif, hein, c'est-à-dire que c'est juste pour savoir s'il avait autre chose derrière. Mais c'est déjà énorme parce qu'il faut le préciser, hein, parce que des fois, on entend, il y a 50 lots, 30 lots ou 100 lots. Mais déjà, avoir 5 lots, déjà, c'est beaucoup. Déjà, donc là, t'en as déjà plus de 10. J'ai fait un petit calcul vite fait, donc Ouais, c'est ouais, déjà c'est ça, j'en ai 14, hein, j'ai 14. 14 lots actuellement. Ouais. Non, non, c'est très bien. Après, voilà, je me précipite pas pour racheter dans le sens où je fais bien mes calculs, j'essaie de faire les choses. J'ai tout le temps fait des offres. Mm, J'ai fait des offres qui sont passées. J'ai eu des choses que, au final, je me suis rétracté. mm. J'ai eu un compromis cassé. Bon, voilà, j'ai fait des choses quand même. Après, je continue à regarder, mais là, je sais que là, les 2 prochaines années, ça va être des années exceptionnelles. Donc, du coup, il me tarde que ça continue. Ouais, exactement. C'est vrai que tu sais, au départ, quand les prix ont commencé enfin pas les prix, les taux ont commencé à augmenter, je me suis dit un peu comme tout le monde, je me suis dit ça va être compliqué d'investir, mais sauf qu'en fait, il faut juste se professionnaliser finalement, avoir une stratégie que tu as déjà finalement. Et quand tu as une stratégie et puis que tu te professionnalises, donc tu fais des offres, des meilleures offres entre guillemets pour toi
pas forcément pour le vendeur, mais et ben, en fait, ça, on pourra toujours acheter, mais c'est sûr qu'il faut changer sa stratégie. Ouais, c'est ça. Alors forcément, si on cherche à faire du 2 000 € de cash flow par mois, Mm. on pourra toujours faire, hein. Il y a toujours des opportunités. Ce sera plus compliqué. Mm. Par contre, arriver à faire des gros coups à l'achat, c'est sûr que ça sera faisable. Mm. Il y aura des grosses négociations. Il faut vraiment pas hésiter sur des biens qui sont affichés à 400 000, faire des prix à 300 parce qu'on sait que ça part pas et puis parce qu'on sait que dans tous les cas, les propriétaires, ils sont trop gourmands. Et là, je le vois ça avec l'agence. On le voit, ils sont trop gourmands parce qu'ils pensent que c'est comme avant et que dans tous les cas, ils s'attendent à avoir une plus-value. Ben, non, ça marche plus comme ça. Donc, du coup, il y aura vraiment des bonnes affaires à faire. Il y aura des bonnes affaires à faire. Je pense qu'il y aura moins de cash flow. Et ce qu'il faut prendre aussi en considération, c'est que les taux à 4% maintenant, sera peut-être 6% demain, mais peut-être que dans 10 ans, ben, ça reviendra à 2. Et dans ces cas-là, vous allez pouvoir refinancer, vous allez pouvoir passer sur des taux moins élevés. Et puis, du coup, de suite, là, il y aura plus de cash flow. Et puis, l'appréciation, quand ça baisse, ça fait peur à tout le monde. Et c'est des cycles. Donc, ça continuera à monter. Et je peux vous assurer que si vous achetez maintenant, dans 20 ans, ben, vous aurez un gros patrimoine, quoi. Exactement. Et donc, tu nous as parlé un peu de ton agence immobilière. Oui, comment tu t'es, qu'est-ce qui a fait que tu as voulu monter ton agence immobilière en restant, enfin, en restant salarié, si j'ai compris, c'est ça? Qu'est-ce qui a fait Ouais. que tu as voulu la monter et comment ça s'est passé? Bah, tout simplement, du coup, mon ami qui s'appelle Kevin aussi, Mmh. avec qui on a monté l'entreprise ensemble, il est aussi dans l'immobilier, donc il a aussi des biens. On s'est toujours aidé, hein, ça a toujours été, voilà, enfin, c'est mon meilleur ami, tu vois, depuis toujours. Donc, du coup, on est toujours dans l'immobilier, on s'est toujours entraidé, on a toujours, tu vois, essayé de faire des calculs de renta, on a fait des offres ensemble, on a eu des offres qui ne sont pas passées. Il a eu beaucoup de galères au niveau des travaux que moi, j'ai pas eu. On a vraiment des expériences différentes dans l'immobilier, mais similaires, dans le sens où, voilà, on a les mêmes objectifs. Tu vois, on cherchait du cash flow, on essaye de faire du patrimonial sur le long terme parce qu'on fait grossir notre valeur nette et tout. On n'a pas les mêmes, on va dire, les mêmes parcours, parce que bon, lui, il est géomètre en France, et bon, du coup, moi, je suis en Allemagne. Ouais. Mais on s'est toujours dit, si tu veux, bon, voilà, nous, on a réussi à faire des choses qui sont plutôt pas mal, parce qu'on est encore relativement jeune, encore dans la vingtaine. Donc, du coup, on s'est dit, OK, mais il y en a qui n'arrivent pas à le faire. On n'est pas des formateurs, mais si tu veux, je me suis toujours dit, j'aimerais bien accompagner des gens juste pour qu'il y ait le déclic, tu sais. Ouais. Et donc, du coup, en gros, quand on a monté cette agence, on s'était dit, on va faire la transaction parce que dans l'immobilier, la transaction, ben, c'est quelque chose qui est récurrent si on arrive à faire le boulot. Et puis voilà, ça permet d'avoir du chiffre d'affaires. Et puis, il faut couvrir des frais. Il ne faut pas croire que les agents immobiliers, ils sont tous pétés de thunes. Non, non, ça ne marche pas comme ça. Il y a beaucoup de frais en entreprise. Mais en plus de ça, on s'était dit, on va faire de l'accompagnement en stratégie d'investissement immobilier. Mmh. Et donc là, c'est vraiment ce qu'on fait. Donc, du coup, les gens, ils nous contactent, on discute avec eux, et puis on essaie de comprendre en fait pourquoi vous voulez être dans l'immobilier. Et il y D'accord. en a, c'est, ouais, investir dans la pierre, c'est pas mal. Mais non, Mmh. c'est pas une stratégie, ça. Oui. Donc, du coup, voilà, il faut vraiment arriver à comprendre pourquoi, quelle est ta stratégie, quels sont tes objectifs. Encore une fois, je le redis, si des revenus complémentaires, si c'est préparer sa retraite, etc. Voilà, tous les parcours sont différents, tous les objectifs sont différents. Et en fonction de ça, on bâtit une stratégie et on va dire, ouais, ça, c'est le type de bien qu'il faut aller. Ce soit certainement ce statut fiscal qu'il faudra prendre, etc. Donc, en fait, ça, c'est ce qu'on fait, si tu veux, à côté de la partie de transaction. On fait aussi D'accord. la partie location, on fait de la location longue durée, mais on a aussi la partie conciergerie, on fait aussi de la gestion d'Airbnb. Donc, D'accord. sur Arcachon, pour ceux qui connaissent à côté de Bordeaux. Mmh. Donc voilà, on a plusieurs casquettes, mais on fait ça, enfin on fait tout ça. Avec Kevin, l'avantage qu'on a, c'est que moi, sur la partie stratégie, sur la partie accompagnement, Mmh. je fais tout à distance. Donc, comme toi et moi, là, donc, du coup, on a un visio, donc Mmh. j'accompagne les gens. S'il y a vraiment besoin, je me déplace et je vais les rencontrer. Mmh. Donc, bon, je peux quand même me déplacer, pas mal de télétravail et tout. Donc, du coup, j'arrive aussi à me déplacer. Mmh. Et puis Kevin, il est vraiment sur le terrain, partie transaction, aller voir les biens, aller voir les propriétaires et tout ça. Donc du coup, on a encore, forcément, on n'est pas 100% dedans, Mmh. mais on arrive à bien s'organiser pour bien accompagner nos clients et puis vraiment apporter de la valeur. Donc ça, c'est le plus important. Ah, très bien, OK. Et donc, pour faire ça, enfin, au niveau du diplôme, comment ça se passe? En fait, comment ça se passe pour ouvrir une agence? Pour ouvrir une agence, tu as plusieurs. Enfin, ça dépend exactement de ce que tu veux faire. Est-ce que tu veux faire de la gestion? Mmh. Est-ce que tu veux faire de la transaction, etc. Mmh. Nous, on a décidé qu'on voulait faire que de la transaction. Mmh. Déjà par rapport à la gestion, parce que déjà, moi, mes biens, je les gère pas. Ouais, Je les ai tous délégués. ouais. Et
au final, au début, on pensait, si tu veux, on s'est dit, oh, la gestion, on va faire gestion pour investisseurs. Donc, du coup, on va gérer comme nous, on gérerait, pas comme une agence classique. Mm. Et puis, en fait, après, on s'est rendu compte que, ben, ouais, les toilettes tu vois, qui se cassent, les trucs comme ça, bon, ça ne nous intéressait pas réellement, tu sais. Ouais. Donc, du coup, bon, là, on a dit, on va pas faire la gestion. Donc, on a une carte T. La carte T, c'est vraiment ce qu'il faut avoir pour être agent immobilier, considéré agent immobilier. Et c'est l'entreprise qui doit avoir la carte T. Mm. Et moi, de ma formation d'école de commerce, du coup, je pouvais avoir la carte T. Mm. Et donc, du coup, c'est comme ça que l'entreprise, du coup, RC Immobilier Conseil a la carte T. D'accord. Kevin n'a pas la carte T, c'est moi qui la porte. Mm. Mais en gros, voilà, en tant qu'employé, il peut exercer dans la boîte. D'accord, super. Ok, très bien. Et donc, pour avoir la carte T, il faut absolument avoir une licence, c'est ça? Ouais, c'est licence commerce, hein. D'accord, ok. Ok, bah, C'est très ça. bien. Super, super. Eh ben, merci hein, pour tout, pour le temps que tu nous as donné. Et dernière question que j'aime bien poser, c'est que, qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui écoute le podcast là et qui se dit, bah, moi, j'aimerais bien faire comme lui, mais je sais pas comment faire. Donc, euh, qu'est-ce que tu lui donnerais comme conseil? Sur l'immobilier pur ou sur le tout? Bah, sur le tout, quelqu'un qui se dit, bah, ce qu'il fait, c'est super, et moi, je travaille, j'aimerais bien investir, et puis en plus, j'aimerais bien être entrepreneur. Donc, quel conseil tu me donnerais, quoi? Ouais, je pense que si vous voulez être entrepreneur, il faut savoir exactement qu'est-ce que vous voulez réellement faire, pourquoi vous voulez le faire. Puis après, il faut se lancer. Je pense qu'il ne faut pas s'arrêter et se dire, ah là, je vais faire ça, mais ça existe déjà, ou ça, non, c'est trop risqué. Non, il faut avoir un minimum de connaissances sur certaines choses. C'est comme à l'immobilier, on ne se lance pas en n'ayant pas de connaissances du tout parce qu'on va se planter. Il faut avoir un minimum de connaissances et puis après, c'est des actions massives. Si vous ne prenez pas des actions, vous ne ferez rien. Il y a beaucoup qui sont formés, il y a beaucoup qui ont fait toutes les formations au monde, ils ont payé à chaque fois 1 000 € la formation. Il y a de la très bonne connaissance à l'intérieur. Mais si on ne l'utilise pas, ben, voilà, ça ne fait rien. Donc, du coup, formez-vous un minimum et passez à l'action. Et puis, au final, même si vous montez une entreprise, ça ne marche pas, vous aurez appris énormément avec cette expérience. Donc, du coup, ouais, c'est vraiment le gros conseil. C'est pour ça ce que je te disais au début. Il n'y a Mm. pas besoin d'avoir d'études, en fait. Ouais. Si vraiment vous voulez réussir, il faut aller au charbon, donc il faut faire des expériences, il faut se planter, il faut recommencer, il faut se planter encore, il faut recommencer. Et puis, au bout d'un moment, ah ouais, ça y est, j'ai réussi, quoi. Ok, très bien. Super. Merci, hein. Merci pour tout. Merci à toi, Kevin. Et à bientôt. À très vite. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Pour nous retrouver, vous pouvez aller sur Instagram. Pour retrouver Arnaud, c'est RCI Immobilier. Pour me retrouver, c'est Cash Immobilier Podcast. Merci encore pour votre écoute et je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode.